Bonjour à tous. Donc, notre atelier, c'est entreprendre utile. Entreprendre, donner du sens, être utile à la société, c'est ce que nous souhaitons tous. Et aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter deux entrepreneurs ainsi que les réseaux qui les ont accompagnés, qui sont particulièrement attentifs à leur démarche sur leur impact. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune société qui s'appelle Ilia, avec les deux fondateurs associés, Simon Bureau et Antoine Escande. Je vais vous laisser vous présenter et puis voilà, qui sont accompagnés par Première Brique, qui se présentera ensuite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine Escande, je suis le cofondateur d'Ilia, une jeune société toulousaine que j'ai cofondée avec Simon. On s'est rencontrés pendant notre parcours en école d'ingénieur à Toulouse et on a été très impliqués dans beaucoup d'associations du campus et on a voulu continuer à avoir un impact à travers notre métier. On ne voulait pas que notre recherche d'impact environnemental soit uniquement dans les associations le week-end, mais aussi au travers de notre carrière et toutes les heures qu'on a passées à travailler, que ça serve le combat que mène l'humanité aujourd'hui face au dérèglement climatique. Et donc, on a eu cette envie d'entreprendre et on a créé Ilia, qui propose des produits qui permettent de rendre plus écologiques nos gestes du quotidien. Et on s'est intéressé en premier lieu à la douche et on a proposé une manière de prendre des douches différemment, de manière plus écologique. On a créé une douche cyclique, une douche qui recycle l'eau en instantané et en local pour consommer 80% d'eau en moins et 80% d'énergie en moins. Le principe est simple, c'est que au lieu de laisser partir l'eau à l'égout, on la prélève, on la pompe, on la nettoie et on la maintient chaud et on la renvoie en direct dans la douche. Et comme ça, on peut passer du temps sous la douche sans pourtant consommer plus d'eau. Donc voilà pour le principe un peu technique d'Ilia. Et on a d'autres projets, d'autres produits en préparation. Voilà, donc aujourd'hui où on en est en conception de notre produit qu'on va industrialiser. Donc on a cherché à se faire accompagner pour arriver là. D'accord, donc c'est des économies d'énergie, d'eau et d'argent aussi, financières. Et donc votre marché, ça va être le marché, il y a à la fois les marchés de l'habitat, donc du particulier, mais aussi des marchés avec des professionnels qui vont installer en nombre, donc dans l'hôtellerie ou bien des bailleurs pour des résidences complètes, mais aussi de l'habitat un peu plus, soit de l'hôtellerie plein air, donc des campings, mais aussi de l'habitat un peu plus spécial sur des vannes, des tiny houses ou d'autres types d'habitat un peu plus alternatifs. D'accord, voilà. Vous avez déjà conclu un partenariat avec un... On fait des phases d'expérimentation. Pour l'instant, Voilà. La douche cyclique, on a fait toute une phase d'études en laboratoire et là, on travaille à la conception du produit industrialisé et on va commencer des essais en bêta-test dans les mois à venir. Très bien. Donc vous pouvez me détailler votre parcours d'accompagnement depuis votre rencontre donc sur les bancs de Ouais, je vais laisser de Simon l'INSA. dire ça. Voilà. Effectivement, sur notre parcours, comme disait Antoine, on s'est rencontrés pendant nos études. On a lancé cette aventure entrepreneuriale une fois qu'on était diplômé de l'INSA. Donc il a fallu qu'on s'entoure, qu'on se fasse accompagner. Ça a commencé par le Catalyseur, qui est un incubateur de notre école et de l'université de Toulouse, qui nous a accompagnés dans ce passage d'étudiants à entrepreneurs. Et de même avec le dispositif Pépite, qui est un dispositif national qui accompagne les étudiants entrepreneurs, qui nous ont formés, on va dire, ou en tout cas initiés à ce métier qu'est l'entrepreneuriat. Donc à travers un accompagnement d'1 an, un diplôme étudiant entrepreneur auprès de Pépite. Et donc une fois ce passage d'étudiant à entrepreneur effectué, on s'est rapproché de Première Brique, qui est l'incubateur d'innovation sociale de Toulouse Métropole, qu'Alexandra présentera tout à l'heure. C'était important pour nous de nous approcher de cet incubateur pour marquer notre envie d'avoir de l'impact sur la société et sur l'environnement avec notre entreprise. C'était pas simplement entreprendre pour créer un produit et vendre ce produit en masse, même si ce sera important de vendre ce produit en grand nombre pour que l'impact qu'il a sur la société et sur l'environnement soit fort. On voulait marquer au sein de notre entreprise cette volonté d'impact. Donc on l'a fait à travers nos statuts. On est une SAS, donc une société commerciale, avec l'agrément ESUS, d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc c'est un agrément qui montre cette volonté d'impact. C'est écrit noir sur blanc dans nos statuts qu'il y a cette recherche d'impact. Et donc Première Brique nous a accompagnés sur toutes ces phases-là de comment se sentir entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas si Antoine, tu veux rajouter quelque chose sur cet accompagnement, sur cette démarche ?
C'est sûr que quand on part d'un profil de 2 ingénieurs qui créent une entreprise, on est très focalisé sur le produit qu'on va créer, sur sa performance environnementale ou énergétique, mais ça va au-delà de ces questions-là. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a cherché un accompagnement qui va nous aider à questionner les questions de gouvernance au sein de l'entreprise, de quel est notre public, quelle est l'innovation sociale qu'on apporte. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu se faire aider, parce que c'est des questions qu'on n'imaginait pas en démarrant. Et se faire aider pour pouvoir, en tant que société commerciale, avoir cet agrément ESUS. Parce que ce n'est pas une chose acquise, il faut faire une démarche volontaire pour le faire. Et nous, ça nous tenait à cœur d'être société commerciale de l'ESS pour montrer que les entreprises prennent ces questions à bras-le-corps. Merci. Peut-être que Première Brique, donc, qui est représentée par Alexandra Véland de Toulouse Métropole, peut expliquer voilà, comment elle a accompagné cette jeune entreprise et les autres, voilà, et tous les autres qu'elle accompagne. Et expliquer de quoi on parle quand on parle d'innovation sociale, parce que je pense que c'est important aussi. Juste vous dire, donc nous on est toulousains, mais en fait vous avez des homologues de Première Brique. On est 8 incubateurs d'innovation sociale en France à se ressembler et à travailler sur ces questions. Donc vous en avez à Marseille, Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et à Rouen aussi. Donc voilà, des incubateurs d'innovation sociale, il commence à y en avoir de plus en plus parce que ça répond à des nouveaux enjeux et des enjeux portés par ces jeunes entrepreneurs notamment. Donc juste vous expliquer rapidement, quand on parle d'innovation sociale, de quoi on parle. Donc on parle d'innovation, donc l'innovation elle consiste à apporter des réponses nouvelles donc face à des nouveaux besoins, à une nouvelle demande. Donc forcément, on le voit avec l'exemple d'ILIA, il va y avoir une forte prise de risque dans ces projets d'innovation parce que par définition, il y a peu ou pas de références sectorielles. On a le marché qui n'est pas encore mature et il y a un gros besoin d'expérimenter, de tester la solution. L'innovation, elle peut être technologique, on le voit avec ILIA, donc elle peut concerner une innovation de produit, mais elle va aussi concerner une innovation de service, une innovation organisationnelle ou de processus. Ça, c'était quand même pour reposer le cadre. Et nous, on ajoute à innovation l'aspect innovation sociale au sens sociétal du terme. Ce qu'on veut dire par là, c'est que nous, ce qu'on va chercher les entrepreneurs, c'est d'apporter une solution face aux défis sociétaux d'aujourd'hui. Donc, par exemple, l'exclusion, la précarité, qu'elle soit énergétique ou autre, les inégalités, l'adaptation au changement climatique, les économies en ressources. Bon, voilà, c'est vraiment, il y a des défis de société à relever aujourd'hui. En quoi mon innovation va permettre d'y répondre. Et nous, notre parti pris, c'est d'accompagner ces porteurs de projets de l'idée au projet. Ça aussi, c'est un positionnement assez fort parce que d'habitude, les incubateurs, par exemple, technologiques, prennent les porteurs de projets une fois qu'ils ont fait leur preuve de concept et qu'ils ont leur première commercialisation. Nous, on les prend dès le stade de l'idée. Donc, avec nous, on va tout creuser, tout fouiller, quoi. Et en fait, dans l'innovation sociale, la différence aussi, c'est qu'on va intégrer ce qu'on appelle les parties prenantes à la définition de la solution. C'est-à-dire qu'on va intégrer en premier lieu les bénéficiaires, parce que qui de mieux que quelqu'un qui est du coup impacté par la problématique pour dire oui, moi il me faut plutôt ça ou plutôt ça. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Et nous, notre parti pris, c'est de partir de ces idées et de transformer ces innovations sociales en entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et là, pareil, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, l'innovation sociale, tout le monde peut en faire. On a des grands groupes aujourd'hui qui vont là-dessus, des Veolia, RTE, etc., sans les nommer. Les pouvoirs publics font aussi de l'innovation sociale. Mais nous, notre parti pris, c'est de transformer ces innovations sociales en entrepreneuriat de l'économie sociale et solidaire, parce que l'ESS, donc le jargon, c'est l'ESS, l'économie sociale et solidaire, met en place des garde-fous qui permettent de s'assurer que ces entreprises, elles vont toujours garder le cap social, leur boussole sera toujours la même, quoi. Les ambitions et les missions qu'elles s'étaient données au départ, ce sera toujours là. J'ai un peu de temps et ce que je voulais vous dire, c'est quand même vous expliquer du coup de quoi on parle. Dans l'ESS, on va vérifier que le projet a une lucrativité limitée. Ce qu'on veut dire par là, c'est que donc forcément, on doit générer des bénéfices, mais la différence avec une entreprise capitalistique, c'est que la majorité des bénéfices que je vais dégager vont être réinvestis dans l'outil de travail, quoi. Ils ne vont pas être redistribués en dividendes.
tout cas, il y a des pourcentages. Et voilà, c'est pour ça qu'on parle de lucrativité limitée. On va aussi avoir des projets à gouvernance collective, démocratique ou participative. Ça va dépendre si on est en coopérative ou SAS comme il y a. Mais voilà, on associe vraiment les parties prenantes aux décisions stratégiques de l'entreprise. Et enfin, on va regarder que ces sociétés ont une utilité sociale et environnementale forte. Donc concrètement, pour les SAS comme il y a, on va faire le choix, il va falloir démontrer qu'une grosse partie de ces charges d'exploitation, 60% au moins, sont bien dédiées à cette problématique, cette utilité sociale et ou environnementale. Bon, il y a d'autres critères, mais c'est pour vous donner un exemple parmi d'autres. Et nous, vraiment, notre enjeu, c'est que ces entreprises elles aient un véritable impact systémique. Voilà, parce qu'on souhaite que la société se transforme et on a vraiment la volonté de changer de paradigme. Donc voilà, c'est notre parti pris à Première Brique. C'est vraiment un regard attentif et responsable sur tous les impacts de ce qu'on fait, des actions, de tous les choix qu'on fait quand on est entrepreneur. Donc aujourd'hui, je vais peut-être passer rapidement la parole à Ilia. Votre accompagnement, il continue. Vous en êtes où? Je crois que vous avez levé un peu des fonds et que vous êtes continué à être accompagné. Si vous voulez donner vos actualités les plus récentes. Sur l'accompagnement financier, effectivement, on a été aidé dès le lancement de l'entreprise par BPI à travers la bourse French Tech déjà, et puis par des financements de Toulouse Métropole, de la région Occitanie, ou de ADOC, qui est l'agence de développement économique de l'Occitanie. On a aussi, l'année dernière, à peu près à cette période, mené une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank qui nous avait permis de lever 30 000 €, qui a été une aide, on va dire, du grand public aussi pour soutenir le lancement de notre activité. Sur l'accompagnement, on a été accompagné pendant 1 an et demi par Première Brique. L'accompagnement s'est terminé, mais comme on le voit aujourd'hui, on n'a pas coupé les ponts, on est toujours en lien. Aujourd'hui, on est accompagné par la CCI et toujours Toulouse Métropole à travers leur pépinière d'entreprise dans lesquelles on s'est installé il y a quelques mois. Donc oui, on est en permanence accompagné par des acteurs de l'entrepreneuriat à côté de Toulouse. Et sur le financement, c'est pareil, c'est des étapes de financement qui arrivent petit à petit. Là, en allant vers des phases d'industrialisation, on va devoir passer aussi par des phases de levée de fonds. Donc c'est les sujets qui nous attendent pour les prochains mois. Voilà, oui. L'aventure n'est pas finie, ne fait que commencer. Merci beaucoup de votre présentation. Je vais passer la parole maintenant à une entreprise qui est un peu plus récente, un peu plus ancienne plutôt, qui s'appelle Syneo et qui est représentée par Caroline Bocquet, pour donner un autre exemple, qui est dans un domaine différent, mais un peu en lien. Elle va vous expliquer ce qu'elle fait. Oui, bonjour à tous. Caroline Bocquet, moi je suis gérante de Syneo Toulouse. Syneo Toulouse, c'est une SCOP, qui est une société qui appartient à ses salariés. Et notre fonction principale, c'est l'insertion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre à des personnes qui ont été à un moment ou un autre de leur vie éloignées de l'emploi de revenir et de trouver des emplois durables. Donc l'impact social, c'est notre fonction principale. Et notre métier derrière, on s'appuie sur la filière automobile, puisqu'aujourd'hui on fait de la préparation esthétique de véhicules et du reconditionnement de véhicules d'occasion pour les concessionnaires et puis aussi pour les nouveaux acteurs de la filière automobile qui aujourd'hui sont comme Auto Héros, peut-être que vous connaissez, ou Vendez votre voiture, ou Aramis, qui sont des gens qui vendent et achètent des voitures sur Internet. Et donc nous, on est leur relais local pour permettre de reconditionner le véhicule. Donc l'impact, nous, c'est dès le départ qu'il était important pour Syneo, puisqu'encore une fois, notre fonction principale, c'est l'insertion. C'était aussi l'écologie. Et forcément, ça modèle complètement le modèle économique. Pourquoi? Parce que si on parle de comment l'impact guide une aventure entrepreneuriale, effectivement, on doit être une société rentable, puisque sinon on ne sera pas pérenne. Mais ce n'est pas ça qui va motiver nos choix tous les jours. Et c'est beaucoup plus large. Antoine parlait de gouvernance partagée, comment je vais mobiliser aussi tous mes salariés, quel est l'impact que je vais avoir sur la planète, comment je vais mobiliser mes ressources, comment je vais être attentif à mes ressources. Donc c'est vraiment changer de regard qui est vraiment important si on veut mener dans notre entreprise, dans notre projet entrepreneurial, une volonté d'impact. Et c'est ça aussi qui est très important, c'est que nous, aujourd'hui, par exemple, nos clients principaux, ce sont tous les constructeurs et les concessionnaires, donc des gens comme PSA ou des gens comme Renault, qui n'ont pas, eux, comme posture initiale
l'entrepreneuriat social, par exemple. Et donc, nous, notre boulot à nous, c'est aussi de leur faire changer le regard sur l'entreprise, c'est de se dire, OK, c'est important d'imaginer un prix à notre collaboration, mais c'est aussi quel est l'impact que tu vas avoir sur ton territoire en faisant travailler une entreprise comme Syneo qui fait de l'insertion. Et donc, du coup, c'est aussi leur faire changer de posture et de se dire l'impact sociétal, c'est important. Le fait que tous les salariés qui travaillent aujourd'hui, qui nettoient les voitures, ils ne s'abîment pas les mains, ils ne s'abîment pas la santé parce qu'on a des produits écologiques. Petit à petit, c'est aussi notre boulot et notre job de faire changer un petit peu cette posture et en tout cas cette vision à nos clients, on va dire, conventionnels qui au départ n'avaient pas fait le choix forcément de dire je vais changer la planète ou je vais venir avoir un impact sociétal. Donc c'est vraiment intéressant parce que cet impact, ça change tout ton regard entrepreneurial, à la fois toi en tant que dirigeant mais aussi en tant que collaborateur. Encore une fois, on est Scope, nous, donc comment moi, à mon niveau, je vais pouvoir changer aussi et je vais pouvoir donner le meilleur à mon modèle économique. Donc ça, c'est très important. Mais aussi comment on va pouvoir faire changer le regard dans notre écosystème. L'impact de l'écosystème est très important. Et c'est pour ça que c'est vraiment important aussi de pouvoir être entouré d'organismes financeurs qui ont aussi cette vision-là de l'économie. Parce que si on va voir au départ une banque purement classique, elle va juste vous demander votre compte de résultat, votre prévisionnel, à 3 ans, à 5 ans, et voir la rentabilité. Et quand on s'occupe d'insertion, la rentabilité, ce n'est pas le critère principal, même s'il est important. Donc je vais peut-être laisser Kamel expliquer comment il nous a accompagnés, mais c'est vraiment important aussi d'avoir des organismes comme France Active à nos côtés. Merci Caroline. Donc bonjour à tout le monde. Kamel Sassi, donc je travaille à France Active en Occitanie. Alors France Active, c'est un réseau national, donc on est présent sur l'ensemble du territoire. Et une des stratégies à très long terme de France Active, c'est changer la façon d'entreprendre. Et donc Caroline l'a bien dit, quand ils travaillent avec des groupes comme PSA et qu'ils apportent du changement auprès des collaborateurs de ces groupes-là, je pense qu'on est dans cette stratégie-là de changer et de dire comment, quand on va entreprendre, on va toujours intégrer des critères d'impact dans notre façon d'entreprendre. Donc France Active, on accompagne ce qu'on appelle les entrepreneurs engagés. Donc l'entrepreneuriat engagé, c'est effectivement toutes ces entreprises, ces associations, ces structures qui vont créer un business, une activité ou développer une activité, mais en tenant compte d'impact pour le pays, pour la société. Donc on a aujourd'hui, nous, 5 critères d'impact qu'on regarde, qu'on mesure, qui sont le critère d'emploi, donc créer de l'emploi et de l'emploi salarié et de long terme. C'est ensuite l'impact de lien social, donc avec des projets qui vont vraiment contribuer à apporter du lien social. On a ensuite l'impact territorial. Donc on va notamment avoir un regard attentif sur des projets où on va redynamiser des zones rurales où il y a peu d'économie ou des quartiers où il y a beaucoup de taux de chômage et il manque d'activité. On va aussi regarder les impacts environnementaux, donc qui sont aussi notamment ce que fait Syneo. Et enfin les impacts de gouvernance. Donc effectivement, il y a différentes façons d'entreprendre. Il y a les modes associatifs qui sont aussi de l'entreprise avec des activités économiques. Il y a le champ coopératif, donc les structures où les salariés sont partie prenante du projet et contribuent à partager en fait les revenus, la valeur ajoutée de l'entreprise, qui ne vont pas partir vers du dividende et de l'actionnariat, mais qui vont aller vers les salariés en premier lieu et aussi pour l'entreprise pour continuer à développer de nouveaux projets. On va avoir aussi des nouveaux statuts introduits par la loi 2014 comme la loi ESS avec l'agrément ESUS. Donc on peut avoir une structure commerciale et avoir des critères dans son objet social qui vont prendre en compte tous les impacts qu'on peut avoir sur le territoire. Donc au-delà de ces impacts, on est un acteur de la finance à impact ou finance solidaire. Donc on va pouvoir financer toutes ces structures. Et donc on est intervenu effectivement sur Syneo, peut-être sur trois domaines. D'abord les financements qu'on va apporter qui vont être structurants dans les tours de table financiers, donc sans être trop technique. On va être en apport en quasi-fonds propres, donc on va pouvoir faire effet de levier pour pouvoir faire venir des banquiers sur les tours de table pour financer ces projets.
on va avoir un temps d'expertise assez important et significatif pour pouvoir apporter une vraie analyse économique du projet et une viabilité du projet. Parce qu'aujourd'hui, les banques ont peu de temps à consacrer sur cette partie-là. Et donc, on va apporter cette garantie d'expertise économique financière, aussi sur les impacts qu'on va apporter aux banquiers en fait, pour le faire venir sur le projet. Donc on va travailler sur ces montages financiers. Donc on va être en conseil sur des questions de stratégie financière, donc en fonction de vos apports, en fonction des différents investisseurs ou financeurs de la place. On va pouvoir apporter des conseils sur un montage financier. Et enfin, on va faire ce lien entre les différents financeurs, investisseurs pour les amener sur le projet. Voilà. Et donc à venir sur tous les stades de vie, que ce soit de la création, au développement et aussi sur des structures en difficulté, en rebond ou en relance. Et donc, on va aussi être présent pour ce type de structure-là. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut repasser la parole à Caroline Bocquet pour Syneo, parce que le dernier projet, vous avez eu un dernier projet d'investissement assez important. Peut-être vous pouvez le détailler. Oui, effectivement. Donc, au départ, on faisait uniquement de la préparation esthétique de véhicules chez le concessionnaire. Ça veut dire qu'on avait en charge l'effet waouh que vous pouvez trouver quand vous venez acheter votre voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion chez le concessionnaire. C'était grâce à nos équipes que cet effet était là. Et donc, le fait de travailler, justement, le fait d'avoir un impact social aussi, ça permet de travailler plus en côte à côte avec nos clients et de nourrir de la confiance et du partenariat. Et donc, c'est grâce à cette confiance et ce partenariat qu'on a obtenu notamment, on a remporté un appel d'offres pour du reconditionnement de véhicules. C'est-à-dire que la filière automobile change aussi aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'électrique, ça serait top pour le verdissement de la filière, sauf que je ne suis pas sûre que tous, autant qu'on est ici, on puisse s'acheter l'électrique demain. Et puis l'électrique, pour aller à Lille encore, à partir de Toulouse, c'est un peu compliqué. Donc nous, notre ambition, c'était aussi de contribuer à allonger la durée d'usage des véhicules. Et donc on a investi dans un centre de reconditionnement de véhicules d'occasion qui a représenté à peu près 30% de notre chiffre d'affaires en termes d'investissement. Donc c'était significatif. Et c'est appuyé de nos clients qu'on a pu lancer cette aventure. Et c'est chouette pour nous aussi parce que pour les personnes qui sont en insertion chez nous, ça leur démultiplie aussi leur savoir-faire et leur savoir-être. Et donc, on travaille vraiment une culture d'apprenance chez nous et on démultiplie les chances possibles pour avoir un emploi durable derrière. Merci. Oui, voilà. Vous pouvez rappeler combien de personnes vous employez et comment se passe le parcours des personnes en insertion ? Oui, on est 72 salariés aujourd'hui et on a 24 personnes en insertion. Donc l'insertion, c'est une personne donc éloignée de l'emploi qui va venir avec nous pour une durée maximum de 2 ans. Pendant ces 2 ans, on va enlever tous les freins sociaux, on va travailler avec elle son projet professionnel. Et donc on va à la fois lui donner on va lui redonner de certains savoir-être, certains savoir-faire nécessaires au monde professionnel, mais on va aussi travailler un projet de formation avec elle. Peut-être que demain, elle aura envie, je ne sais pas moi, de faire de l'aménagement paysager, pourquoi pas. Donc elle peut s'éloigner de la voiture. Donc nous, on va à la fois l'accompagner dans son projet professionnel et on va aussi lui redonner, en tout cas, certaines compétences en savoir-être et en savoir-faire. Et voilà, et donc ça dure 2 ans maximum. Et donc c'est intéressant, même pour nos équipes à nous, parce que nos équipes à nous, elles sont toujours en accompagnement de l'apprentissage. Et donc, on cultive ces savoir-être d'apprenance. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi pour nos équipes de savoir faire ça. Et la deuxième question, je me suis perdue, c'était tout, 72 salariés et 24 personnes en insertion. Voilà, merci beaucoup. On voit que l'impact, effectivement, il est à tous les niveaux et à toutes les décisions et tous les aspects de la gestion d'une entreprise. Il nous reste quelques minutes, donc on peut avoir un petit temps d'échange si vous souhaitez poser des questions à l'un ou à l'autre des intervenants. Je peux vous passer le micro. Est-ce que quelqu'un a une question ? Peut-être le mieux, c'est de s'approcher. Un micro, voilà. Ouais. Je vous laisse passer le micro alors.
Merci, bonjour à tous. Merci encore pour ce que vous faites tous, c'est assez impressionnant. J'ai une petite question un petit peu technique sur l'agrément ESUS. Il est mentionné à plusieurs reprises. Ça consiste en quoi et ça permet quoi? Qui veut répondre peut-être? Non, l'agrément ESUS, c'est un agrément qui est délivré par l'État, par la direction départementale, enfin l'ancienne directe, je ne me rappelle plus du sigle, mais peu importe. Et en fait, ça permet de garantir qu'une entreprise, une société commerciale notamment, donc SAS ou SARL, mais même les assos, les SCOP et SIG peuvent le demander, mais il y en a qui sont de fait reconnus ESUS. Mais bon. Et en fait, ça permet de certifier par l'État que cette entreprise relève bien de l'entrepreneuriat social solidaire, de l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, il y a des critères à bien respecter. Faut rentrer dedans. Alors, la conséquence, elle est multiple. Je vous laisserai témoigner, les garçons. En fait, déjà, on peut avoir accès à des outils de finances solidaires, typiquement France Active, qui lèvent l'épargne salariale pour justement avoir des outils financiers spécifiques. Donc, si on n'est pas agréé ESUS, on n'a pas accès à ces financeurs solidaires. Ça permet aussi, moi, par exemple, qui suis agent d'une collectivité territoriale, de venir soutenir directement des SAS agréés ESUS. Moi, je peux faire de la subvention à ILIA parce qu'ils sont sociétés ESUS. Sinon, c'est que les associations ou les SCIP et les SIC et les SCOP. Ça permet d'ouvrir certaines choses. Il y a une gouvernance participative aussi. C'est-à-dire que, par exemple, mais je vais vous laisser témoigner peut-être, eux, ils sont à côté d'eux. Ils ont des personnes qualifiées qui viennent du coup leur donner des conseils, etc. Alors, c'est eux qui gardent le pouvoir, mais peut-être vous pouvez rajouter des choses, les garçons. Effectivement, on a un comité partenarial qu'on appelle aussi comité consultatif de l'ESS qui a ce rôle, c'est encore une fois écrit dans nos statuts, de vérifier que toutes les actions qu'on met en place vont dans le sens de la mission qu'on s'est donnée d'avoir un impact sur la société et sur l'environnement. Un autre rapport aussi de l'agrément ESUS, de plus en plus dans les appels d'offres, il y a les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont mises en avant dans les appels d'offres et je ne sais plus le pourcentage, mais il doit y avoir des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui répondent. Ça n'a pas encore été le cas pour nous, on n'a pas encore profité de cet avantage-là, mais en tout cas, il y a une aide à travers ça. Tu voulais ajouter Juste un complément peut-être par rapport aussi à la partie capitale, si vous avez effectivement une SAS par exemple, ça permet de faire appel donc à des financeurs investisseurs solidaires, donc qui vont être différents des investisseurs classiques, puisque l'investisseur solidaire va rechercher aussi des impacts sociaux, sociétaux, environnementaux, et ne recherchera pas uniquement une rentabilité financière. Donc, leur demande en termes de rentabilité financière sera d'une part, il y aura une demande de rentabilité financière plus faible. Et d'autre part, il y aura moins cette prise de pouvoir, on va dire, qu'il pourrait y avoir avec des capitaux investisseurs classiques. Et donc, le pouvoir reste auprès des entrepreneurs en termes de décision sur le capital. Donc, il y a aussi cette notion-là au niveau de votre gouvernance. Et juste pour compléter, l'État aussi a mis en place une plateforme de l'insertion. Et sur cette plateforme, il y a effectivement des tas de marchés qui se négocient et auxquels on a accès à partir du moment où on est ESS. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah. Encore une question, il nous reste 1 minute ou 2. Vous avez encore une question? Bon, si ce n'est pas le cas, je vais conclure. Écoutez, je suis très heureuse d'avoir animé cet atelier parce que l'impact, ça nous concerne tous. Et on veut
Ouais, je voulais juste indiquer une citation de Pierre Rabhi qui m'avait touchée. Un conseil, faites quelque chose qui ait du sens et que vous puissiez raconter à vos enfants avec fierté 15 ans plus tard. Voilà. Donc je pense que chaque fois qu'on agit, c'est ce qu'on devrait faire. Et puis là, je pense qu'on peut vraiment être fier des jeunes entrepreneurs qui ont témoigné, jeunes ou anciens, et puis de ceux qui les accompagnent. Merci beaucoup.